Daniela est originaire d'Allemagne, plus précisément de la Forêt-Noire. Elle est devenue apicultrice par accident lorsqu'un essaim s'est posé dans son jardin. Daniela est en relation directe avec des apiculteurs renommés comme Yves Lecomte, Jean Riandet ou encore Fred Soula. Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue sur Tribu Api, le podcast de mespremiersruches.com, le blog qui vous aide à apprendre et comprendre l'apiculture de A à Z. Dans ce 29e épisode, je suis très heureux d'accueillir Daniela. Elle est apicultrice depuis 15 ans et est originaire d'Allemagne. Daniela est une apicultrice qui ne cesse jamais d'apprendre et de chercher à mieux faire. Et la particularité de notre échange tient aussi au fait que Daniela travaille pour la société Bivital. Bivital, c'est une entreprise autrichienne qui fabrique un médicament, le Varromed. C'est un médicament qui permet de traiter le varroa, un des pires parasites de l'abeille. Ce podcast, bien sûr, n'est pas sponsorisé et Daniela nous partage son histoire en tant qu'apicultrice, non en tant que représentante France de Bivital. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Daniela. Bonjour Guillaume. Merci pour ce temps d'échange. Et est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter, s'il te plaît ? Alors moi je suis d'origine allemande, donc je viens de la Forêt-Noire. C'est très proche de la frontière alsacienne en fait, c'est à 1 heure de Strasbourg, donc je suis presque française, si on peut dire. Et ça fait très très longtemps que je vis en France. Dans quelle région ? En Provence. En Provence, d'accord. Et par rapport à l'apiculture, quand est-ce que tu as commencé ? Alors je pense à la réflexion, je pense que ça fait plus de 15 ans, enfin au moins 15 ans, donc quand j'ai déménagé en fait, que j'étais à la campagne et j'ai attrapé un essaim en fait, que j'ai vu dans un arbre et que j'avais aucune notion apicole. C'est parti de là. Donc l'essaim, t'avais aucune notion apicole, t'as un essaim qui est arrivé chez toi et tu dis bon bah je vais m'en occuper. Ah non, j'avais aucune notion, oui voilà, j'ai appelé quelqu'un qui s'y connaissait, donc il m'a un peu dirigée et j'ai toujours été fascinée par les insectes et par les abeilles, donc mon oncle était apiculteur en Forêt-Noire et ça m'a toujours intriguée de le voir le dimanche avec sa combinaison et son enfumoir. Je trouvais ça voilà, le monde des abeilles, ça a toujours été pour moi, une grande fascination, donc j'étais ravie de trouver cet essaim. Et Ouais. une fois que tu as eu cet essaim, t'avais une ruche à disposition ? Oui, on avait une vieille ruche qui datait, je crois que de la 2e guerre mondiale. C'était une ruche de montagne, en fait, tout en bois et une ruche de 12 cases, en fait. Beaucoup trop grand, hein, bien sûr. Mais on l'avait mis là-dedans et il s'est développé et j'ai même récolté, je crois, la 1re année, 15 Ah oui, kilos de d'accord. miel ou un truc comme ça. C'était super. Bon, ça, c'est la chance du débutant, on va dire, voilà. Est-ce que par la suite tu t'es formé l'année même ou auprès, je crois, de ton oncle apiculteur ou de quelqu'un d'autre ? Non, parce que moi, j'étais déjà en France, en fait. Donc moi, ça fait longtemps que je suis en France et en fait, je me suis formée de suite, parce que quand on n'a pas de connaissances, bon, après on peut toujours regarder dans les livres, sur internet et cetera, mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir aller dans un rucher école qui était pas loin et c'était un apiculteur expérimenté de 50 ans, donc d'expérience. Il avait enseigné aussi au Jardin Luxembourg, à Paris, donc c'était vraiment quelqu'un, c'était un grand pédagogue et c'était une personnalité, enfin, il était génial, il avait beaucoup d'humour, il était très ouvert, en fait. Il était très, très ouvert à tout ce qui était nouveau. Il nous disait toujours d'expérimenter, de tester avant de faire quelque chose. Donc ça m'a vraiment, permis d'avoir beaucoup de connaissances rapidement et après bon, bien sûr, je complétais beaucoup avec la lecture, j'ai acheté plein de livres et j'ai suivi la formation pendant 2 ans quand même. Donc, on faisait donc, les cours théoriques et après on ouvrait tout le temps les ruches ensemble. Donc chacun pratiquait. Pour moi, c'était à la fois théorique et pratique, c'était Donc génial. 2 ans de cours, très bien. En tout cas, c'était très régulier, on arrêtait en été parce qu'il faisait trop chaud et en hiver, je crois que pendant Noël, tout ça, on a arrêté, mais après on a fait des cours théoriques, on avait des dossiers, enfin ils nous donnaient des dossiers, tout. Non, c'est super, vraiment. Je suis ravie de cette expérience. D'ailleurs, je le recommande à tout le monde de pas en fait, normalement, il faut faire le contraire. Faire une formation et après avoir des ruches. Voilà, là oui, l'occasion était trop belle pour commencer, hein. Elles sont venues jusqu'à toi donc. Bah oui, c'est Et maintenant, où est-ce que t'en es ? Tu as combien de ruches actuellement et plutôt quel type de ruche ?
En général, on commence par la première ruche qu'on a, donc moi, c'était par hasard, c'était une dadan, donc je continue avec la dadan et j'ai entre, 20 et 40 ruches. Tu entre 20 et 40 qui sont sur un seul rucher ou plusieurs? Ils sont ensemble sur un seul rucher en Provence, chez moi, donc on a un verger en bio sur 2 hectares, donc il y a 50 oliviers, en fait, il y a un terrain avec 50 oliviers, donc ils sont dans les oliviers, ils sont cotés, en fait, mi-ombre, mi-lumière, c'est vraiment idéal. Donc ils sont protégés aussi un peu par le vent et voilà, donc c'est en bon après ça fait beaucoup, donc là, actuellement, j'en ai 25 et avec les conditions climatiques, on en parlera peut-être tout à l'heure, je pense que je veux réduire davantage parce qu'il y a vraiment un problème de ressources de plus en plus, donc ça sert à rien d'avoir, beaucoup de ruches dans à un seul endroit quand, il y a pas de ressources, donc. Une question de densité, oui. D'accord et quel est ton objectif en apiculture? Est-ce que c'est par rapport au miel? Est-ce que c'est par rapport à un type d'abeille? Est-ce que, En fait, au départ, j'avais aucun objectif, hein, c'était juste l'amour, de l'abeille. Donc, là, actuellement, donc je teste beaucoup de choses, donc, dans mon rucher. Hem, alors mon approche, en fait, c'est une approche très naturelle. Donc, j'essaye vraiment de garder l'abeille dans son environnement. J'ouvre rarement enfin, j'ouvre uniquement les ruches quand, il y a besoin, donc, pour traiter. Pour, éventuellement nourrir, et s'il y a un problème. Mais en fait, c'est pas la peine d'ouvrir les ruches, toutes les semaines. Donc on voit alors quand on est observateur, on voit tout de suite, quand on observe la planche d'envol ou le plateau en dessous de la ruche, on voit de suite ce qui se passe. Donc on n'a pas besoin enfin les débutants souvent ils font ça. Ils ouvrent tout le temps les ruches pour voir ce qui se passe, mais en fait non, en fait c'est une intrusion à chaque fois. Donc les abeilles, elles consomment énormément de miel quand enfin, d'énergie parce qu'elles ça les stresse en ouvrant la ruche et en fait, ça les perturbe donc il y a de l'air qui rentre, il y a parce qu'en fait, dans la ruche, il y a un microclimat que les abeilles gèrent et à chaque fois qu'on ouvre la ruche, en fait, on casse complètement ce microclimat et les abeilles mettent vraiment beaucoup de temps à le refaire et c'est vraiment quelque chose enfin, que je trouve, complètement inutile, hein, sauf si vous avez un problème sanitaire, sauf, si, par exemple, au printemps, il y en a certains qui le font pour regarder des cellules royales. Hem, voilà, c'est un peu particulier, mais en général, enfin, moi, j'évite vraiment d'ouvrir les ruches, quand c'est pas strictement nécessaire. c'est, ce qu'enseigne, dans son livre «Au trou de vol», Heinrich, Storch? Alors je l'ai jamais lu, C'est exactement ce que tu dis, en fait, hein. oui, mais je pense qu'il est bien parce que c'est «L'observation du trou du voile», je crois que ça s'appelle, c'est un livre, je crois que c'est un allemand d'ailleurs, donc Oui, oui, oui et il a fait ça, dans les années 60, il me semble, ou même avant. et j'avais fait une vidéo là-dessus, sur «Au trou de vol» et j'ai eu très peu d'informations sur cet homme-là. Très, très peu. C'était un maître apiculteur allemand. Oui, tu parlais des années 60, c'est exact mais par contre, j'ai très, très, très peu d'informations sur lui, mais à part mis à part son livre. Voilà, non, mais c'est en fait, il y a des livres, moi j'en ai un aussi qui date, je sais plus comment ça s'appelle, Le travail partagé au rucher qui date des années 40, évidemment, il y a pas toutes ces informations qu'on a actuellement. Il y avait pas encore le varroa, ce qui est quand même une sacrée différence. Mais il y a quand même des informations qu'on peut utiliser et qui sont très, très intéressantes, notamment par rapport à l'utilisation des ruches, et cetera. Ouais et c'est là qu'on apprend que le nourrissement n'est pas une nouvelle invention. Ça a déjà été le cas, pour des ruchers au fin 19e ou au début 20e. Il y avait déjà du nourrissement, peut-être moins fréquent qu'en ce moment, notamment les trous de ressources en été, mais on se rend compte que nos aînés nourrissaient aussi les ruches. En fait, je pense qu'après ça dépend de l'objectif qu'on veut. Quelqu'un qui est dans la production en apiculture professionnelle n'a pas du tout la même approche qu'un apiculteur de loisirs. Donc un apiculteur professionnel, il lui faut du résultat. Il vit de ça. Donc c'est pas du tout le cas pour les apiculteurs de loisirs. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir du miel, bien sûr, mais en fait, un apiculteur professionnel, il doit stimuler ses ruches, le plus tôt possible. Il faut qu'il ait des colonies qui sont performantes, assez rapidement, donc il a pas le temps à perdre. Il peut pas se permettre de louper une saison. Donc c'est vrai que
moi personnellement, je suis vraiment le rythme naturel, en fait, de la colonie. Je savais pas trop de le pousser parce qu'on a peut avoir des mauvaises surprises donc voilà, donc moi je fais une récolte par an, et je fais la récolte en général, fin juillet parce que de toute façon il y a plus rien et je leur laisse quand même un maximum de miel dans la ruche. Comme ça, ils ont de quoi, résister jusqu'au nous on a des arbousiers, donc on a beaucoup d'arbousiers. Donc après bon, enfin en septembre il y a le lierre, il y a plusieurs plantes qui commencent à fleurir, mais après on a l'arbousier, donc c'est une plante quand même qui est excellente, pour les abeilles et donc ils gardent tout ce miel-là, donc je nourris vraiment très, très, très peu, uniquement quand c'est nécessaire. D'accord. Donc juste pour les garder en vie si vraiment il y a un problème de ressources et après c'est sûr qu'il faut faire attention aux abeilles d'hiver, donc faire le traitement le plus tôt possible, fin juillet si possible déjà. Les abeilles d'hiver se forment, quand vous avez des sécheresses, les abeilles d'hiver se forment même avant, donc elles peuvent se former très rapidement et au mois d'août, septembre, c'est déjà joué en fait. Il faudrait que les nourrices déjà soient en bonne santé pour produire une gelée royale de bonne qualité. Donc c'est vraiment un problème. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont un peu coincés par des mielés tardifs comme le sapin ou d'autres et ils traitent très, très tard et en fait, leurs abeilles d'hiver, elles sont complètement, abîmées et pareil pour le nourrissement, en fait, il faudrait que les abeilles d'hiver ne fassent pas le nourrissement, en fait. Les abeilles d'hiver doivent rien faire, doivent se reposer et attendre le printemps, uniquement chauffer la ruche. Et si les abeilles d'hiver doivent faire doivent, transformer le nourrissement, ça va les fatiguer, donc ça va consommer, leur énergie, leur vitellogénine et elles vont vivre beaucoup moins longtemps. Donc faut faire attention aussi. Donc nourrir vraiment le plus tôt possible. Moi, je dirais vraiment, il faudrait que fin septembre, tout soit terminé, quoi. Ouais. Même dans certaines régions, bon, moi je parle pour la Provence, hein, donc on a c'est pas pareil. Quand vous êtes en montagne, en général, c'est vous avez un mois encore, plus tôt. Donc c'est toujours il faut toujours faire attention. Là, c'est vrai que je parle un peu pour ma région, mais vous avez des régions en fait, l'apiculture doit être adaptée à la région et l'abeille doit être adaptée à la région. Par exemple, chez moi, je ne peux pas travailler avec des abeilles qui font beaucoup des grosses colonies. Ça ne sert strictement à rien, parce qu'il y a pas de ressources. Donc il faut vraiment que je travaille avec des abeilles locales qui savent très bien s'adapter à la sécheresse et qui vont pas faire des grosses colonies quand tu as rien à manger, donc c'est Ouais, ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, une partie qu'on n'a pas dit au début, tu es aussi à côté, c'est pas anodin, tu travailles également pour Bivital, la société qui a créé le traitement contre l'acarien qu'est le varroa. alors le varroa, oui. Alors en fait, pour, rectifier un peu les choses, j'ai utilisé leurs produits avant de travailler pour eux. Je tiens à le dire parce que je trouve vraiment ils font d'excellents produits, hein. Je dis vraiment pas ça parce que je travaille pour eux. J'ai utilisé déjà le précurseur du Varromed à l'époque, où c'était encore autorisé et là, depuis 2017 que le Varromed est sur le marché en France, j'utilise uniquement le Varromed comme seul traitement. Sachant que pour la société Bivital, donc là, je retrouvais des informations, c'est une société basée en Autriche, qui a été créée par monsieur Werner. Alors monsieur Werner Holl, c'est le fondateur, donc en fait, juste pour, un peu dire son histoire, il a été négociant en miel. Il s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus comment vous dire? Des matières dans le miel qui ne sont enfin, il y avait de plus en plus de pesticides dans le miel, des molécules qui n'avaient rien à voir dedans et donc il a vraiment commencé à se poser la question d'où ça vient et il s'est rendu compte que plein de gens traitaient avec des traitements qui laissaient des résidus dans le miel. Il s'est vraiment penché là-dessus pour trouver, quelque chose, à base de substances naturelles pour justement préserver, le miel et donc en fait, c'est parti de là. C'était vraiment, je dirais, c'est quelqu'un qui est extrêmement curieux et qui enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, hein. C'est un homme du terrain, hein. C'est vraiment pas quelqu'un qui est derrière un bureau. Il est très proche des agriculteurs, enfin, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de bon, maintenant il commence à avoir un certain âge, mais il est toujours aussi alerte, il est toujours présent, c'est Ouais, parce que c'est important qu'on en parle parce que de toute manière, ça, je fais la partie prévention, avertissement. Bah, le podcast c'est pas une publicité pour le Varomed, mais simplement on en parle parce que tu fais partie de la société et là, je t'interviewe plus dans le cadre, toi, apicultrice. Ce que tu vas dire, c'est pas l'avis de la société Bivital, c'est pas les recommandations de la société Bivital. Mais toi, avant de travailler pour Bivital,
tu utilisais leurs produits et après tu étais salarié auprès d'eux. Mais ils font pas que ça, Bivital, ils font beaucoup d'autres choses. Bah, on a parlé du piège qui, j'ai appris, et si je me trompe pas, Bivital a pas créé le piège anti-frelons asiatique. Oui, alors en fait, c'était un projet à moi initialement parce que moi j'étais très impactée, enfin je suis très impactée par le frelon asiatique depuis, pas mal d'années et j'en ai perdu même des colonies donc il y a vraiment une pression énorme et j'en avais un peu ras-le-bol que les gens utilisaient n'importe quoi comme piège. Parce qu'en fait, on a vraiment un problème de pollinisateurs, ils dans un piège en fait, enfin, il y a beaucoup de gens qui disent: «Quand on met de l'alcool, les abeilles, les pollinisateurs ne rentrent pas dedans». Ça, c'est peut-être vrai pour certaines régions où il y a beaucoup de miel, où il y a beaucoup de plantes mellifères, mais lorsque vous êtes dans une région où il y a pas beaucoup de ressources, il y a également les abeilles, les pollinisateurs qui rentrent dans même quand il y a de l'alcool. En tout cas, c'est le cas chez moi et donc j'ai testé tous les pièges sur le marché pendant 3 ans, tous les attractifs et j'ai vraiment trouvé ce piège-là que je trouvais super parce qu'après je le testais bien sûr, hein, pendant 1 an et demi dans mon rucher. Je le fais tester aussi par des voisins, tout ça. J'ai trouvé vraiment super. Il est sélectif, il est hautement sélectif. Alors on va sortir, l'année prochaine des anneaux à insérer dans les trous d'entrée pour les personnes qui veulent préserver les rennes donc les rennes européennes, hein, parce que Ça piège pas mal enfin oui, par chez moi, il y a pas mal d'Européens. voilà, alors après les ouvriers, pour les ouvriers, on peut rien faire. Parce que si les ouvriers, en fait, si on réduit encore plus les trous, les rennes frelons asiatiques Ah ne peuvent OK. pas rentrer. Mais donc, de toute façon, vous avez une sélectivité naturelle de 4 semaines. Il faut le poser, très, très tôt en saison. Moi, je le pose, mi-février déjà. Ah déjà, oui. Ouais. OK, parce que les rennes, frelons asiatiques, oui, elles sortent de l'hivernage, vers, Bah, mi-mars, ça dépend mars. des régions, hein, Ça dépend des régions, bien sûr. Bah, en Provence, oui, c'est sûr, oui. et même j'ai des amis apiculteurs, ils m'ont envoyé un texto me disant, je sais plus, c'était l'année dernière, je crois, la 1re reine a été vue, fin janvier. Ah oui. Parce qu'il y a plus d'hiver, en fait, on n'a plus vraiment d'hiver, donc elle sort de temps en temps, si elle a enfin, je pense qu'elle cherche l'énergie et donc en fait, moi, je commence à piéger très, très tôt et pendant 4 semaines, au moins, il y a que les asiatiques. Le frelon européen, il y a vraiment il vient beaucoup plus tard et donc là, on peut mettre en place un système donc avec des anneaux, réduire donc les trous d'entrée pour uniquement piéger les faunadrises asiatiques et vous avez dans les ailes du piège, vous avez des trappes que vous pouvez ouvrir également pour libérer éventuellement, une reine, européenne qui s'était aventurée dedans. Et une petite question par rapport aux rennes, qu'est-ce qu'on met comme type d'appât à ce moment-là? Moi, celui-là que je recommande, je l'ai testé, je le trouvais très, très bien. Il fonctionne très bien, il attire des insectes, donc il faut surtout pas le mettre dans un piège qui est non sélectif, donc vraiment le mettre dans un piège hautement sélectif et après vous avez la phase sucrée, donc au début du printemps, quand la reine, est seule, donc elle cherche vraiment de l'énergie, c'est elle qui fait tout. Elle s'occupe du nid, elle cherche la nourriture, et elle construit le nid, elle fait tout, donc en fait, elle est seule, elle a besoin de beaucoup d'énergie, donc c'est très facile de la piéger. Par contre, là, actuellement, c'est la phase protéinée. Donc là, c'est un peu plus difficile. Ça veut dire que les a surtout les asiatiques sont vraiment concentrés sur les ruches. Ils sont focalisés sur les ruches, ils arrivent, ils savent très bien enfin, ils se laissent même pas, distraire par autre chose. Ce qu'il faudrait faire à ce moment-là, peut-être mettre aussi quelques pièges, qui sont pas forcément à proximité des ruches directement, parce que quand ils arrivent, ils sont focalisés. Donc éventuellement, mettre des pièges un peu, à distance du rucher aussi. Donc vraiment, repérer des passages de frelons, parce que moi j'ai des endroits, je sais exactement quand je mets le piège, j'ai de suite des frelons en fait. Ils sont comme les abeilles leur passage. Mais en tout cas, sache que, bah, j'ai fait plusieurs vidéos sur le piège et j'ai fait une vidéo sur YouTube, je teste un nouveau piège pour les frelons. Cette vidéo, pour l'instant, j'ai 1 800 personnes qui l'ont vue. Il y a 40 commentaires. Donc, c'est vraiment, les personnes c'est un grand sujet, non pas de débat, mais d'intérêt. Et la vidéo, il y a 56 personnes qui ont mis, enfin, elle est aimée par 100% des personnes. Donc, déjà, le piège, fait pas débat, mais il suscite des réactions parce que des personnes se questionnent un peu. Enfin, tout le monde en a marre du frelon et on a hâte que Éric Darvouzet ou d'autres sortent les fameux appâts pour les mâles qui puissent piéger, enfin, pour piéger les mâles et comme ça, les reines seront moins fécondées. Donc, il y a beaucoup d'attentes. Mais en tout cas, sache que vraiment, quand là, je suis sur les statistiques de la vidéo, ça suscite beaucoup d'intérêt.
c'est vrai que c'est un piège vraiment sélectif que j'aime bien. Il y en a d'autres en fait où tu sais, tu prends un système de bouteille, tu retournes, mais par contre t'as n'importe quel insecte qui rentre dedans, abeilles, guêpes, frelons européens. Il y en a même un qui a trouvé des musaraignes dedans. C'est destructeur ces pièges-là. En plus, ça sent mauvais. Ça sent mauvais parce que les insectes ils macèrent quand il fait chaud. C'est alors que là, le piège, quand je l'ai mis, il y a des abeilles qui rentrent, mais après elles sortent. Quelques-unes se font manger par les frelons parce que bah ils sont excités comme tout, donc. Mais la plupart du temps ils sortent. C'est vraiment, ouais, il y a que moi, que frelons et frelons européens que je trouve dedans. À un moment j'ai trouvé un bourdon que j'ai libéré ensuite, mais il est efficace, il est vraiment efficace je trouve. Et ils sont pas mauvais. Ça c'est surtout agréable parce que je peux pas aller. Mon rucher est loin, il est en Savoie et je peux y aller. J'y vais toutes les 2 semaines environ. Et donc du coup, bah, comme ça, il n'y a pas d'odeur en fait près du rucher. Il y a pas, ça macère pas. Il s'évapore en fait. Et ils sont attirés par l'odeur. Les insectes, enfin les frelons rentrent pour essayer de prendre, d'aller vers l'appât, mais en fait ils vont plutôt vers, enfin ils rentrent à l'intérieur et ensuite ils vont sur les côtés du piège. Donc ouais, je trouve que il est vraiment vraiment bien. Et sache que pour l'instant, il est, il attire bien. Il va encore évoluer, je pense, parce que là, je suis en train de je continue les tests. Alors, il y a un petit, on va dire alors, au début de la saison, vous avez la première génération des frelons, ils sont élevés uniquement par la reine. Donc souvent, elles sont tout petites, guère plus grandes qu'une abeille parce qu'elles sont très mal nourries, hein. La reine, elle peut pas tout faire. Donc elles sont très, très mal nourries. Elles peuvent, être toutes petites, j'en ai trouvé vraiment, elles sont guère plus grandes qu'une abeille. Donc effectivement là, la première génération de ces frelons-là, elles peuvent, éventuellement ressortir du piège par les trous justement qui permettent aux autres insectes de ressortir. Mais bon après, si on veut laisser la possibilité aux insectes de ressortir, on peut pas boucher les trous. Donc il y a quand même après c'est ça passe très vite, hein, la première génération, il y en a pas beaucoup déjà et en plus, elle est rapidement remplacée par des frelons de taille normale qui ont, environ, jusqu'à 3 centimètres. Donc vous les voyez. Moi, j'ai actuellement plusieurs tailles dans mon rucher, donc j'ai plusieurs nids. Donc c'est intéressant aussi de savoir quand on a plusieurs nids, elles se battent aussi devant les ruches. Mais là, par rapport au piégeage, donc j'ai vraiment piégé très tôt en saison et je vois la nette différence par rapport à l'année dernière où je piégeais un peu trop tard. J'ai une pression qui est divisée par 10, vraiment. Ah, c'est impressionnant. Je suis vraiment heureuse parce que j'ai passé mon temps dans le rucher avec le filet à papillons, en train de les enfin voilà, je vais pas dire le mot, mais voilà. J'avais, en permanence 3 devant chaque, ruche, donc c'était vraiment compliqué. Et là, je revis, je c'est quand même génial. Le problème, il faudrait que parce que là, j'ai fait piéger aussi des voisins autour, donc ça fait quand même un rayon là, on voit vraiment un intérêt, c'est vraiment de solliciter les personnes. En fait, le piégeage, c'est pas uniquement les apiculteurs qui doivent le faire, c'est tout le monde est concerné. Parce que le jour où on n'a plus les fruits et les légumes à manger parce qu'il y a pas de pollinisateurs, bah, on est tous concernés. Donc je veux dire, pour l'instant, c'est les apiculteurs qui sont concernés parce qu'ils sont des ruches, mais à moyen terme, c'est tout le monde qui est concerné. Donc les communes, il faudrait en fait, faudrait faire une collaboration entre les communes et les apiculteurs, c'est-à-dire que les apiculteurs peuvent éventuellement s'occuper de gérer le piège, parce que les agents dans les communes ne sont pas forcément équipés pour et ça pourrait être intéressant aussi de le rémunérer, un petit peu quand même pour le travail qu'ils Ce font. serait une bonne chose, oui, les apiculteurs, oui, font le changement d'appât dans les pièges. Ils peuvent aussi voir ce qui a été attrapé, dire bon bah là il y a tant d'Européens et tant d'Asiatiques qui ont été repérés, et suivant les saisons voir ce qu'il y en a, quand il y a des rennes également. Oui, ça pourrait être pas mal. Comme ça, ouais, ça fait déjà, enfin ça fait enfin ouais, on peut savoir ce qui a été capturé. Aussi, on peut voir s'il y a d'autres espèces qui ont été capturées ou pas pour voir. Et pour l'entretien, parce que il y a pas mal de communes qui ont acheté les pièges parce ils avaient vraiment un souci de préserver la biodiversité et après ils m'ont appelé m'en disant qu'ils sont confrontés à des problèmes de vol. Ah oui, Donc les gens, ils volent les pièges et du coup, ils étaient obligés de le mettre très haut, dans les arbres et les agents, ils étaient obligés de mettre les échelles pour accéder et comme ils ont peur des frelons, parce qu'ils ont pas l'habitude, ils se mettaient des combinaisons épaisses pour juste mettre l'appât, enfin c'était pas gérable donc du coup, un partenariat avec un rucher école ou vraiment une association apicole qui est à côté, je pense que ce serait une bonne chose. ouais. Et si on revient un peu maintenant sur ta pratique apicole, donc ça fait 15 ans que tu pratiques et avec un peu de recul sur ces 15 années, comment est-ce que ta pratique a évolué?
Comment est-ce que à quoi tu fais plus attention ou moins attention? Alors, pour faire court, je vais citer une phrase qui revient très, très souvent actuellement par rapport au réchauffement climatique, au changement climatique, on va dire. En fait, les ruches sont faits pour les apiculteurs, elles sont pas faits pour les abeilles. C'est-à-dire que les abeilles, leur habitat, c'est normalement un tronc d'arbre, donc il y a une couche d'isolation, autour et nos ruches, en fait, au niveau isolation, c'est complètement, c'est vraiment pas bon, pour les abeilles. Donc il y a des livres qui sont sortis là récemment, hem, il y a Marc Guillemin qui a fait un travail énorme là-dessus sur les cadres, d'isolation de haute performance et donc il y a aussi les personnes qui ont suivi Marc donc enfin moi je le connaissais pas personnellement, on se téléphonait, une fois ou 2 mais j'ai pas eu la chance de le rencontrer, donc là, il est décédé malheureusement l'année dernière et c'était vraiment, c'était un grand homme, hein. C'était un précurseur, qui a travaillé, je crois, pendant très, très longtemps sur ça, sur l'isolation du ruche pour créer un habitat qui est adapté, à l'abeille et pas pour l'apiculture et puis il était dans une chaise roulante, hein. C'était vraiment pas aisé, pour lui de faire ça et donc il y a un livre qui vient de sortir qui est très bien, c'est La ruche basse consommation et là, il y a vraiment, tout le résumé en fait, pour expliquer un peu comment créer un habitat pour les abeilles qui est facile à gérer pour eux. Parce que comme je disais tout à l'heure, ils créent un microclimat dans la ruche et par exemple, quand, vous laissez le fond ouvert, pour moi, c'est une aberration. Ça a toujours été une aberration, je l'ai jamais fait. Mais vous pouvez donc fermer le fond à condition que la ruche est bien isolée, en hiver et en été. Parce que si en fait, c'est comme une maison quand vous chauffez, en hiver et vous climatisez en été et vous laissez les portes et les fenêtres ouvertes. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que vous avez besoin de 10 fois plus d'énergie pour chauffer et pour climatiser et pareil pour les abeilles. Donc dans ce livre, ils disent que vous économisez jusqu'à 60 d'énergie, donc 60 de miel en plus, ce qui est quand même pas anodin. Et donc là vraiment ça c'est quelque chose ça fait des années que je suis sur ça et quand, enfin c'était toujours ma préoccupation, hein, l'isolation des ruches parce que en plus je suis dans un environnement où il fait très chaud et donc c'est très important que l'abeille a vraiment elle a un taux d'humidité dans la ruche qui est très élevé, hein, pour le couvent, pour l'éclosion des œufs. C'est très important, on se rend pas compte. Quand c'est très sec, vous ouvrez le fond, ben, elle peut plus enfin les œufs peuvent pas éclore, les abeilles ne peuvent plus gérer, donc l'humidité dans la ruche et c'est un gros problème, donc il faut vraiment s'éponger. Pour moi, l'avenir, vraiment pour l'apiculture, c'est l'isolation des ruches, c'est, apporter un nourrissement de qualité au bon moment et vraiment gérer ces ruches au plus près. Donc ça ne sert à rien d'avoir de plus en plus de ruches pour avoir plus de miel. Au contraire, il vaut mieux gérer ces ruches, donc avoir moins de colonies et les gérer vraiment, beaucoup plus, dans ce sens-là, donc Et quand tu parles d'isolation, l'isolation dont parle, c'est Marc Guillemin, c'est ça? Alors Marc Guillaumin, c'était le précurseur. C'est lui qui a mis au point des partitions isolantes de haute performance et il a à la fin, je crois qu'il était vraiment, renommé, hein, parce qu'il a travaillé dessus pendant très, très longtemps et à la fin de sa vie, il a eu quand même de la reconnaissance heureusement, mais c'est quelqu'un, il a tout Bah, compris, Jean enfin, Riandé, il avait maintenant une de ses missions, j'ai l'impression, bah, c'est Jean Riondé et Damien Méritte, justement, Damien Méritte, il a travaillé avec Marc Gaiement et c'est eux qui ont sorti ce livre que je trouve très bien, que je recommande d'ailleurs, pour les personnes qui veulent vraiment, œuvrer pour le bien-être des abeilles, hein, parce que ça fait partie et pour économiser justement, pour garder, un habitat qui est vraiment adapté, aux abeilles. mmh. Et l'isolation, ça se met aussi l'été? Ah oui, été, et hiver et moi je mets en plus une isolation extérieure parce que, heu, le mieux c'est du liège extrudé parce que c'est écologique. C'est vrai que vous avez comment ça s'appelle? Du polystyrène, mais le polystyrène c'est vraiment pas bon, c'est pas écologique du tout, ça s'effrite. Donc c'est vrai que si on peut mettre vraiment du liège extrudé, vous pouvez le mettre autour de la ruche, ou il faut mettre vraiment un matelas aussi d'isolation sous le toit, surtout pas laisser le toit, en plein soleil, c'est une catastrophe.
ça fait comme, c'est comme une poêle, en fait, hein. Vous mettez la main dessus, vous brûlez. Donc Oui, moi, quand on je peut vois faire ça, cuire un œuf dessus, oui, hein. ah mais c'est ouais, parfois quand je vois des ruchers, en plein soleil, en été avec ça, je me dis: «Mais c'est dingue, c'est pas possible, quoi». Donc moi, je mets des grosses plaques de sur ouais, sur la ruche, sur les côtés de la ruche et à l'intérieur, j'ai des cadres de haute isolation de cadres isolants de haute performance, je vais y arriver et les fonds sont fermés aussi, donc tout est fermé, hein. Et tu peux me dire ce que tu mets sous le toit? C'est tu mets plutôt d'isolant ou tu mets, Alors, du il y a des matériaux isolants qu'on peut acheter au magasin apicole. Après, oui, il y a des feuilles, donc pareil, avec du ça cette matière, réfléchissante, donc qu'on peut mettre, donc je mets les 2 et en plus, je mets une plaque de l'isolant, donc si je peux du ce que je liège, disais tout à du l'heure, du liège liège, extrudé. extrudé, mais vraiment une grosse plaque, sur la ruche, hein, en fait, la ruche, faut vraiment avoir il faut vraiment toujours avoir l'image du tronc d'arbre. Isolation partout. Là, l'abeille, elle est bien et pareil, le trou de l'entrée, en fait, moi, je le réduis au maximum. Comme ça, vraiment, les abeilles peuvent gérer leur microclimat et là, je sais pas si c'est un hasard, parce que j'ai vraiment bien isolé mes ruches, cette année et là, j'ai fait mes traitements, avec Varromed, j'ai fini et j'ai vraiment pas beaucoup de varroa. J'étais étonnée. Je me suis dit: «Mais est-ce que» je regardais la bouteille pour voir s'il est pas périmé et je me dis: «Quand même, c'est pas possible». Enfin, ça me paraissait incroyable. Les abeilles, elles sont en pleine forme. Ça, c'est génial. C'est et avant de faire ça, j'avais bon, après, il y a le frelon aussi, hein, mais avant, j'avais des ruches sur 2 cadres. Là, j'ai des ruches sur 10 cadres. C'est enfin, on voit vraiment la différence. OK, donc là, c'est comme ça que ta pratique a évolué, oui. Ah, il faut tester, en ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, quand on lit quelque chose, quand on entend quelque chose, il faut toujours tester sur une ruche. Jamais se lancer, à faire quelque chose dans tous les ruchers. Donc il faut vraiment vérifier si ça fonctionne et si c'est adapté justement à la façon dont on travaille. Donc jamais croire, sur parole ce qu'on entend, ce qu'on lit. Ouais. Et quel a été, sur tes 15 années, ton plus gros échec en tant qu'apicultrice? Est-ce qu'à un moment, une saison, il y a quelque chose s'est mal passé et tu as perdu beaucoup de ruches? Bah, en fait, je pense que j'ai eu de la chance, je peux dire, parce que j'ai jamais eu, beaucoup de mortalité. Là, j'en ai 0, je suis contente. Ce qui était difficile pour moi au début, j'avais pas de traitement qui me correspondait. C'était avant d'utiliser le Varromed, j'ai vraiment, entre guillemets «galéré» parce que j'ai jamais utilisé des pesticides dans mes ruches. C'est un choix personnel, hein, je c'est pas une critique envers qui que ce soit. C'est un choix personnel, j'ai pas voulu, voilà, je pour moi l'apiculture doit être enfin, à mon sens, je voulais vraiment, avoir une apiculture naturelle avec des produits naturels et donc pendant des années, j'ai vraiment galéré avec des produits, à l'époque, on Mmh. pouvait encore utiliser, les molécules sans AM comme l'acide formique, par exemple. Le thymol, tout ça, on pouvait l'utiliser. Maintenant, c'est interdit, de l'utiliser en dehors, d'un médicament AMM, mais à l'époque, c'était encore possible et donc j'ai utilisé l'acide formique pendant 2 ans, j'ai utilisé le thymol, j'ai utilisé des huiles essentielles, j'ai tout essayé, mais c'était une galère, vraiment une galère, hein. Je Avec les températures, il fallait que j'attende quasiment, ouais, mi-octobre pour pouvoir traiter, enfin, c'était pas possible, donc j'avais des ruches, honnêtement, j'avais des colonies qui étaient pas en bonne santé. D'accord. Et là, quel est ton process? Quel est ton process pour traiter justement? Tu vois, donc si on parle de Varromed, le produit que tu utilises, comment est-ce que tu fais pour, est-ce que tu fais du traitement systématique ou est-ce que tu fais un comptage avant, ensuite ton traitement et après comment tu fais ton comptage? Ça m'intéresse bien de savoir, vraiment étape par étape comment tu fais. Alors normalement, on fait un comptage, donc on fait un comptage, alors on va commencer par le traitement de printemps. On peut tout à fait traiter toute l'année avec Varromed, avec aucune autre, molécule, mais on peut bien sûr aussi associer du traitement, pas en même temps, hein, mais si on est habitué à un certain traitement, on peut donc, ajouter, faire un traitement intermédiaire avec le Varromed, c'est possible aussi, donc on est bon, il y a quand même une grande liberté avec ces produits-là. Donc moi perso, j'ai fait mon protocole de traitement pour chez moi. Donc moi je fais, alors au printemps, on fait un traitement, on regarde donc ce qui tombe. Si vous avez plus de 10 varrois, vous pouvez encore faire 2 passages à 6 jours d'intervalle. C'est vraiment pour faire un cycle de couvain, pour bien, bien traiter, tous les abeilles. Donc moi je le fais avant la naissance des faux bourdons, parce que je vais avoir des mâles en bonne santé pour, justement l'élevage de reines, pour faire la ça c'est important.
Donc ensuite, normalement, je suis tranquille jusqu'en en fin juillet, donc je fais mon traitement d'été. OK, donc tu en fais vraiment tout début du printemps, en début mars? Ah moi, je le fais très, très tôt, oui, très, très tôt, même, je commence en février, mais moi, je suis en Provence. Donc en fait, dès qu'on peut ouvrir les ruches, on peut traiter. Ça prend 2 minutes. Donc tu en fais un premier là et après donc tu as pas de hausse à ce moment-là et après un autre en juillet Alors donc. voilà, fin ju après la récolte, je fais un traitement. Donc là, je fais 3 traitements à 6 jours d'intervalle et chez Compte, moi, j'ai un peu adapté le protocole, au changement climatique. Donc moi, personnellement, quand j'ai plus de 50 varrois qui sont tombés, pendant les 6 jours du 3e traitement, uniquement le 3e, hein, on compte pas avant. Je fais encore 2 traitements. Ça fait quand même beaucoup, c'est vrai que mais quand vous avez moi j'ai le problème, j'ai des voisins à côté qui traitent pas, ou traitent très mal, donc en fait ils perdent enfin il y a plusieurs voisins, ils ont jamais fait une formation apicole, pour eux, le varroa n'existe pas, c'est un mythe. Et donc en fait, je suis régulièrement infestée par, leur faux bourdon, par les abeilles et c'est extrêmement pénible donc et ça, c'est un problème, que je pense que je suis pas la seule à avoir. Donc si j'étais seule, sur une île déserte, je pense que je ferais très, très peu de traitements parce que les abeilles heu, infestent pas, en fait, hein. Donc on arrive vraiment à garder la pression très, très basse. Mais si vous avez des voisins autour ou nous, on a beaucoup de transhumance en hiver, les apiculteurs qui posent leurs ruches, qui sont dans un état sanitaire lamentable, et ben, voilà, donc vous subissez la conséquence. Donc et ça, c'est vraiment pas marrant parce que vous prenez soin de vos abeilles toute l'année et après, vous avez des gens qui sont irresponsables, qui bah, enfin bref. Donc c'est quelque Parce que chose le varroa, est-ce qu'il se transmet, il peut se transmettre donc quand 2 abeilles enfin sont à côté? Ou est-ce que le varroa peut quitter une abeille pour aller sur une fleur, attendre le passage d'une autre abeille et aller sur elle? ah oui, tout à fait. Tout à fait. Par exemple, si vous avez une ruche qui s'effondre, les varrois, ils essayent de survivre, donc de toute façon, ils sont sur les abeilles. Donc ils peuvent très bien se poser sur une fleur et attendre, une prochaine abeille et surtout au printemps avec les faux bourdons. Les faux bourdons, si elles sont enfin, s'ils sont pas bien traités, donc les faux bourdons vont partout, hein, dans toutes les ruches, hein. Donc là, vous êtes réinfestés de suite et ça, c'est un vrai problème. Donc j'invite vraiment tout le monde à bien suivre le côté sanitaire. Hem, donc pour des personnes qui ont pas de il y a des personnes qui sont un peu isolées, donc c'est vrai que c'est difficile, mais en général, il y a toujours une association à côté, il y a un GDSA à côté, il y a un rucher école à côté. Donc vraiment, vraiment, ne pas rester seul dans son coin, heu, parce que c'est vrai qu'il y a une dynamique de groupe, on peut échanger, on peut parce que personne n'est parfait, on apprend tous les jours, même quelqu'un qui a 50 ans d'expérience, il apprend tous les jours. On travaille avec du vivant, c'est pas quelque chose de statique, ça évolue et donc en fait, nos pratiques apicoles évoluent aussi donc il faut pas rester, sur le même schéma, pendant 40 ans, quoi. Ouais. C'est pas possible. Ouais, parce qu'au début, tu l'évoquais un peu tout à l'heure, un des premiers produits anti-varroa, c'était Jean Rirandet qui m'en avait parlé, c'était de l'antipuce pour chien, au tout début. Après, ils ont vu que ça pouvait être mauvais. Après, ils sont passés plutôt vers Apivar, pardon, Apistan, Apivar. Là, on se rend compte que ces traitements sont beaucoup moins efficaces qu'on croyait. Les durées de traitement qui étaient de 8 semaines passent à 12 semaines. Donc là, on passe vers d'autres traitements, par exemple le Varromed, l'Oxybi également. Euh, donc oui, c'est vrai qu'il faut avoir cette flexibilité et se remettre en question constamment pour les traitements. Ouais. Ah oui, j'ai oublié justement pour le traitement, donc après le traitement d'été, i parfois je fais un traitement intermédiaire. En octobre, si vraiment je vois que je suis réinfestée et je fais mon traitement d'hiver, donc un seul passage. Fin et on le chauffe vraiment jamais le varomètre, on le chauffe pas. Oui, c'est ce que tu me disais au téléphone. Faut pas chauffer, faut pas le mettre en bain-marie. C'est température ambiante. Tu le sors avant. Alors voilà, on laisse les flacons chez soi, donc dans une pièce chauffée et on le passe entre 20 et 25 degrés sur les abeilles en hiver. Donc moi, j'ouvre jamais une ruche en dessous de 6 degrés. Même moi, j'irai même jusqu'à 9, hein, mais après ça dépend des régions. En fait, on traite pour l'hiver, hein, on traite au moment le plus chaud de la journée à l'abri du vent, enfin q sans vent et là, vraiment, il faut que le produit ne soit pas froid parce que c'est un liquide, donc en fait, ça peut tuer les abeilles, si vous versez un liquide froid, en plein hiver sur les abeilles. Donc il faut vraiment avoir, une température entre 20 et 25. Alors moi, je le mets dans un sac isotherme avec une bouteille d'eau tiède, comme ça il reste, stable et le temps de traiter toutes mes colonies et ça prend vraiment, honnêtement, ça prend 2 secondes, enfin 2 secondes, non, ça prend 2 minutes, vous ouvrez la ruche, vous en hiver, on en fume même quasiment pas parce qu'elles sont
enfin chez moi, ils sont même pas grappées parce qu'il fait pas très, très froid, mais si elles sont grappées, vous le mettez uniformément sur la grappe, vous refermez et c'est bon et ça suffit, donc c'est pas la peine Est-ce que tu mets des gants aussi ou est-ce que tu couvres le nez ou des lunettes anti-projection? alors, là, c'est un peu délicat, donc j'ai un discours en tant qu'apiculteur et en tant que voilà, il faut faire alors moi, je dis toujours dans le doute, regardez la notice du médicament, toujours, donc après c'est très facile à utiliser et pour moi, personnellement, pour moi, ça a été une liberté, vraiment. Je je d'ailleurs, je les ai harcelés Bivital, hein, quand c'est pour ça qu'ils m'ont embauchée parce que je les appelais tous les jours, parce que je trouvais pas leurs produits et tous les jours parce que je parle allemand donc c'était facile. Donc tous les jours, je les appelais au siège: «Bon, ouais, alors quand est-ce que le baromètre arrive?» et tout et ils ont tellement eu marre de moi qu'ils m'ont embauchée. Voilà. Mais c'est vrai, hein, c'est une vraie histoire, hein, donc j'ai vraiment eu besoin de ce produit parce que pour moi, ça pour moi, dans mes conditions à moi, c'était parfait. Après je comprends tout à fait, les apiculteurs qui utilisent des lanières parce qu'il y a un confort. Donc vous avez pas besoin d'ouvrir les ruches plusieurs fois. C'est très facile quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas trop envie de se préoccuper, donc après le problème de la résistance, aux molécules, c'est aussi un peu, entre guillemets, «la faute des apiculteurs» parce qu'il y a beaucoup d'apiculteurs qui laissent les lanières, beaucoup plus longtemps Ouais. qu'ils devraient. Ils les enlèvent à des visites de printemps, ouais. Alors je veux pas trop le dire, mais il y a des pratiques quand même aberrantes, hein, donc je pense que l'apiculteur, enfin, je veux pas jeter de la pierre, mais c'est vrai qu'il y a une responsabilité aussi. Donc, je veux dire, quand vous avez une notice de médicament, c'est comme quand vous preniez un antibiotique, vous allez pas prendre, je sais pas moi, vous voyez le paquet avec, je sais pas, 10 cachets, vous allez pas prendre 2 cachets d'un coup ou vous allez enfin, il y a une procédure à suivre, donc c'est pas pareil pour les médicaments apicoles. Donc il faut faire attention. Même si c'est un traitement qui est très bien toléré, ça reste quand même un traitement. Faut être sérieux là-dessus, ouais, absolument. Il faut C'est être pas, sérieux, oui. ouais. Donc juste pour les personnes qui si vraiment ils ont des questions, ils peuvent très bien me téléphoner donc moi je OK, je peux laisser ton email, en contact de l'interview ou même en fin d'interview, je pourrais dire: «Si vous voulez contacter Daniela, voilà son email». sinon ils me trouvent sur le site. Parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui me téléphonent justement pour les traitements parce qu'ils ont pas l'habitude ou ils ont des questions, ils sont un peu angoissés donc vraiment c'est un plaisir parce que moi je partage mon expérience. Ça fait 7 ans que je travaille avec ces molécules-là, donc j'ai vraiment un recul important et même des situations où même moi je me suis posé des questions, je peux leur en parler, donc c'est vraiment quelque chose qui est important de quand on a des questions, il faut vraiment aller à la source. Il faut pas se fier à ce qu'on voit sur internet ou Heu, c'est un peu le problème avec les réseaux sociaux, avec internet, avec tout ce qu'on trouve. Il y a des choses qui sont excellentes. Il y a des informations qui sont très précieuses, qui sont vraiment très, très, très bien, mais vous avez des choses aberrantes, parfois, sur les sites, quoi, donc enfin sur les forums et sur les qui sont complètement erronés. C'est pour ça que je dis, heu, pou il faut vraiment aller toujours à la source pour avoir, une information qui est, véridique. Ouais, oui, on a tout, ouais, il y a tout sur les réseaux, c'est un peu le ce qui est bien, c'est que, bah, les groupes d'apiculteurs sur Facebook sont vraiment très importants. Le plus gros, c'est, Apiculture France, enfin, il a un nom plus long, il y a 50 ou 60 000 personnes, donc du coup, on a des réponses très rapides. Mais c'est vrai qu'il y a tout comme réponse et on sait pas la personne derrière, son degré d'expérience ou autre. Il y en a 10 qui vont dire, qui vont commenter, si ça se trouve, qui vont dire des aberrations, mais il y en a une qui sera vraiment experte, qui va dire un avis différent, mais pourtant, la majorité dira peut-être autre chose, donc Bah, après, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont des pratiques, qui ont guère évolué, hein. C'est un peu le souci. Bon, il y a encore des agriculteurs qui ont pas connu le varroa. Ça devient rare maintenant, mais ça existe et c'est vrai que je peux imaginer que ça a été vraiment je pense que c'était génial de pas avoir le varroa donc et là, on est quand même tous inquiètes par rapport, aux petits coléoptères de la ruche, en fait, il s'est très vite propagé parce que les rejets étaient pas détruits. Donc, le souci, c'est ça. Après, au niveau des aides, je pense qu'aucun apiculteur a envie que son rucher soit détruite. Donc, hem et je pense qu'il faudrait vraiment avoir des aides importantes pour permettre, à l'apiculteur de déclarer, ces choses-là
et vraiment de dire: «Bon, ben, je fais le sacrifice, je détruis mes ruches, mais je vais avoir une récompense, financière où je peux racheter un nouveau cheptel» et Pourquoi pas demander une assurance obligatoire pour les apiculteurs? C'est pas si cher que ça, les assurances. Je crois que c'est de l'ordre de 90 centimes par ruche. Après ça dépend. ah, mais je sais pas si par en maladie, je crois qu'ils remboursent pas, hein. Ils remboursent pas? Non, il me semble, hein, ça dépend de l'assurance, mais moi j'ai une assurance contre le feu, contre l'eau, contre, je sais plus, le vol, je crois. Et après les maladies, je crois qu'après je sais pas, il y a peut-être différentes assurances, mais je crois après je suis pas experte, mais je pense qu'au niveau du remboursement, il faudrait quelque chose que ce soit vraiment, correct. Parce que sinon on aura ce problème-là. Les gens ils veulent pas ce que je comprends, hein, c'est douloureux, hein, c'est comme si vous tuez votre animal domestique, enfin Oui, c'est on est attaché à nos ruches, hein, donc c'est pas quelque chose qu'on fait, et là, détruire tout un rucher, c'est énorme, enfin, donc il faut être vigilant, donc il y a déjà des pièges qui sont sur le marché, qu'on peut mettre dans les ruches, insérer entre les cadres pour vraiment, observer. Bah, je pense qu'actuellement on n'a pas encore, en France, je touche du bois, mais il y a aussi quand même la responsabilité des agriculteurs quand ils importent, les rennes, les essaims, donc souvent il y a quand même des gens qui font des «importations sauvages» entre guillemets. Il y a aucun suivi, vétérinaire. Bon, ils mettent en péril quand même, la filiale, hein, je regrette, mais c'est toujours à cause de quelques personnes, qui prennent pas de précautions que, exact, exact. Alors qu'il y a des pays comme, la Slovénie et l'Australie, l'importation d'abeilles d'autres pays est interdite. C'est c'est légiféré. Après, c'est très difficile vu qu'on peut envoyer des reines par la poste, donc c'est vraiment très facile et c'est très difficile d'avoir du contrôle dessus pour les douanes, mais certains pays l'interdisent. je pense que c'est impossible d'avoir du contrôle là-dessus. C'est pour ça j'appelle vraiment à la responsabilité de chacun de pas faire ces choses-là, parce qu'en fait, on met en péril, toute une profession, hein. Enfin, je veux dire, moi, si demain j'ai le petit collaborateur de la ruche, honnêtement, déjà avec le varroa, avec la sécheresse, avec le changement climatique, avec le problème de ressources, est-ce que j'aurais encore envie de continuer? C'est la question que je me poserais. Bien sûr. Ça devient compliqué, hein. Et comment tu t'informes par rapport aux actualités apicoles? Est-ce que quelles sont tes sources d'informations? Est-ce que tu as un magazine, un site internet ou la société Bivitale pourvoit, Alors j'ai beaucoup de collègues apiculteurs qui m'envoient souvent des informations. Merci donc à ceux qui m'envoient des informations, c'est toujours bien. Il y a beaucoup de gens qui sont actifs, hein, sur, même qui recherchent les articles de journaux, au niveau scientifique, tout ce qui sort, donc je pense que c'est important de regarder. Moi, je regarde beaucoup les informations sur internet aussi, donc après on sait qu'une information, c'est jamais à 100 voilà. mais tu regardes quel site sur internet? Je En fait, j'ai pas je tape, les mots de recherche et je regarde ce qui vient et je OK, sélectionne. d'accord, tu as pas de site de référence, Non, j'aime bien les articles scientifiques par contre, je trouve, en général quand, un scientifique, il fait ça vraiment d'une façon très, très scientifique comme le nom indique, et en général, c'est quand même des résultats qui sont fiables, jusqu'à preuve, Ils contraire. sont en Je anglais sais surtout, les articles scientifiques? Ça dépend, oui. Après, on peut traduire, hein. Vous avez des sites, bon, moi, je comprends l'anglais, donc il y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour les gens qui parlent pas très bien anglais, alors les Allemands aussi, hein, ils ont pas mal d'infos qui sont bien, hein, qui qui sont pertinents. D'ailleurs, en Allemagne, petite parenthèse sur l'apiculture. En Allemagne, est-ce que c'est organisé un peu de la même manière avec des syndicats, un peu proches, donc rattachés à certaines villes et après avec des structures, départementales et nationales qui, centralisent l'ensemble des syndicats? Bah, pareil, donc ils ont beaucoup d'instituts, ils ont beaucoup de personnes passionnées qui s'intéressent, à l'apiculture, donc je pense qu'on a chaque pays, on a ses référents. Après, il y a des apiculteurs qui ont beaucoup d'expérience aussi, donc je pense que chacun a on va dire son lieu d'être, hein, si on peut dire ça. Je pense que c'est bien d'avoir une information diversifiée, de pas toujours avoir une seule source, donc il y a quand quelque chose m'intéresse, je recherche sur plusieurs, sites ou sur plusieurs sources pour me faire une idée globale, donc. Alors, en Allemagne, ils ont pas le GDSA, donc ils ont des associations, et des groupements, bien sûr. Ils ont pas ce problème, au niveau des médicaments que nous. C'est-à-dire que nous, on est obligés de passer par les ayants droit.
Un apiculteur peut pas commander directement, un médicament, en dehors des ayants droit. Les ayants droit, c'est des pharmacies, des vétérinaires et des GDSA, bien sûr, qui sont, des GDSA, pourquoi je GDSA? GDSA qui ont un PSE agréé, donc c'est vraiment important et donc c'est vrai qu'il y a pas du tout la même ce problème-là, enfin cette législation en Allemagne, ça l'était, hein, il y a pas longtemps encore et honnêtement, comme j'ai appris l'apiculture en France et même au niveau du vocabulaire, apicole, moi quand je suis sur les congrès en Allemagne et quand les apiculteurs me parlent, il faut vraiment que je réfléchisse parce que le vocabulaire est complètement différent, les ruches sont différentes, la façon de pratiquer est différent, hem, Les ruches, c'est quel format? C'est Zender? il y a toutes sortes, Sander, il y a et puis ils ont un vocabulaire, parfois je donc pour moi, c'est un peu déroutant, hein, parce que c'est vrai que je suis tellement habituée à parler, apicole en France, qu'en Allemagne, j'ai pas l'habitude, donc c'est vrai que mais bon, après les gens sont passionnés aussi. Je pense qu'au niveau des pesticides et des lanières, l'Allemagne est un pays, il utilise beaucoup plus, par exemple, l'acide formique. Alors beaucoup moins de pesticides. Alors les pays qui utilisent le plus de pesticides qui est ressorti d'une étude, c'est donc, l'Espagne, le Portugal et la France. D'accord. Quand tu dis pesticides, on parle de l'apistan et l'apivard? Alors les pesticides, ce sont des acaricides, chimiques. Donc, thioflavinate, amitrase, donc il y a sous 2 formes, donc il y a des sous forme de lanière, hein, donc il y a apivar, il y a apitrase, il y a apistan et donc ce sont des acaricides, chimiques. Mais ce sont des pesticides, hein, on le nomme pas, mais il faut le dire, hein, ce sont des pesticides. Ils sont pas agréés en apiculture biologique, alors que le Varromed et l'Oxibi le sont. Alors il y a aussi vous avez plusieurs produits, qui sont, plusieurs produits médicaments AMM qui sont, à base d'acide oxalique, acide formique aussi. Donc, alors il y a aussi le thymol, vous avez Apilyfar, vous avez plusieurs médicaments qu'on peut utiliser en bio. Alors c'est un médicament n'est jamais bio, hein, c'est la molécule qui est utilisée qui est, qu'on peut utiliser en bio, non. Heu, après, je pense que ça dépend vraiment de la façon de travail de l'apiculteur, pour qu'il trouve son médicament qui est adapté à sa conduite apicole et à sa façon de travailler et aussi à son choix. Donc je reproche, jamais à quelqu'un enfin c'est pas mon rôle de reprocher à quelqu'un ou de dire à quelqu'un: «Il faut qu'il traite avec tel ou tel médicament». On a 13 médicaments sur le marché, donc vous avez quand même un large choix, là-dessus. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des pays quand même, ils sont beaucoup plus, axés sur les acaricides chimiques que d'autres. Donc l'Allemagne, c'est plutôt un pays qui se tourne vers des substances, on va dire, plus naturelles. Mettons que demain, tu as un apiculteur enfin une personne qui veut commencer l'apiculture. Quelles sont les premières étapes que tu lui donnerais? À part, sauf s'il y a un essaim qui vient se poser, chez lui et donc là, il faudra démarrer très rapidement, sans se former. Mais quelles étapes tu donnerais à une personne vraiment qui veut commencer, qui dit: «Bah écoute, Daniela, j'aimerais bien commencer l'apiculture. Dis-moi les 3, 5 premières étapes à faire pour commencer et faire les choses dans l'ordre». Bah, je m'inscrirai sur une liste d'attente dans un rucher école, première chose. Parce que maintenant, il y a les listes d'attente, hein. Il y a des ruchers qui sont très populaires, donc il faut attendre pendant un certain temps. S'il y a pas de place ou si vraiment je suis pressée, j'essaierai de me rapprocher d'un apiculteur expérimenté qui est dans mon secteur. Parce que s'il veuille bien enfin, me prendre sous son aile, ce qui est pas toujours le cas. Je conseille pas à quelqu'un qui a aucune notion apicole d'acheter une ruche ou un essaim. Parce que ça s j'ai beaucoup d'apiculteurs au téléphone qui m'appellent pour les traitements, qui veulent des conseils. Je leur donne, hein, il y a aucun souci, mais ils savent même pas ce que c'est ils ont jamais vu un varroa. Enfin, c'est aberrant. Enfin, genre, comment pouvez-vous, garantir un côté sanitaire si vous avez aucune notion de quoi on lutte? Enfin, contre qui on lutte? Donc c'est pareil. C'est problématique, hein. J'ai énormément de personnes qui ont des ruches, mais qui ont pas de notion, apicole, quoi. C'est un peu inquiétant d'ailleurs, hein, parce que vous avez quand même des maladies comme la loque. Si vous avez par exemple, l'exemple type, c'est que quelqu'un part à la retraite et le cadeau de départ, ça va être, une ruche et un essaim. Ben super.
Bravo. Donc la ruche, elle a végété au fond du jardin, et tout un tas de maladies vont se développer. Au pire des cas, hein, peut-être ça va aussi déclencher une passion apicole, on ne sait pas, mais moi, c'est vraiment des si on veut, enfin, faire plaisir à quelqu'un, offrez-lui une formation, quoi, ou offrez-lui, je sais pas. Mais de commencer comme ça, sans connaissance, sauf si vraiment c'est ça on peut pas faire autrement, c'est différent. Je c'est pas un jugement, hein, mais c'est vraiment c'est on n'est plus des apiculteurs, hein, on est des techniciens apicoles, hein. C'est pas possible maintenant d'avoir une ruche. C'est je veux dire, on est confronté à tellement de challenges tous les jours, et de plus en plus. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a pas les alors déjà les apiculteurs expérimentés, ils sont confrontés à un tas de problèmes. Comment voulez-vous que quelqu'un, qui a pas de notion peut affronter ça? Donc ils perdent leur ruche. Il y a beaucoup d'apiculteurs qui perdent leur ruche par qui se enfin les abeilles sont morts de faim, quoi. Ça, c'est terrible, hein, c'est Ouais. F pour en parallèle, c'est comme dire à une personne: «Écoute, tu as envie de conduire une voiture, c'est comme si je te passais directement une voiture et après, vas-y, débrouille-toi». Et bah, là, si la personne, elle va droit dans le mur aussi, hein, avec sa voiture, bon là, elle met plus sa vie en danger, ce qui est moins le cas avec une ruche. C'est-à-dire avant, bah, faut apprendre la partie théorique, le code, et il faut apprendre aussi la partie pratique où, vraiment on va voir, enfin, on conduit avec une personne expérimentée à ses côtés. Bah, pour l'apiculture, pour moi, c'est la même chose. je pense que c'est pareil. Je pense qu'il y a 40 ans, avant le varroa, donc qui est arrivé dans les années 80 en France, je pense qu'avant, oui, ça aurait été possible d'avoir une ruche comme ça. Parce que d'ailleurs quasiment tous les agriculteurs avaient des ruches, hein, dans leurs fermes, hein. Mmh. Et c'était une pratique courante, hein. Et après, quand, le varroa est arrivé, et beh, tout le monde perdait leur cheptel. Donc là, c'était la première étape, donc et maintenant avoir une ruche, avec aucune notion apicole, je le déconseille fortement, Oui, vraiment. bien sûr. Parce que vous mettez en danger aussi vos collègues apiculteurs, hein, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, vous regardez pas le côté sanitaire de vos ruches, les ruches, ils sont morts de faim ou ils meurent de faim, ils vont piller vos ruches. Enfin, ils vont soit ils vont piller vos ruches, soit ils vont vous refiler, toutes les pathogènes possibles parce que c'est un problème après pour tout le monde, hein. Oui, absolument. Et pareil, Guillaume, ce que je voulais rajouter sur la densité des ruches, hein. Quand, chez nous, par exemple, c'est un gros problème, je me retrouve en hiver avec 1000 ruches 1000 à ruches? côté. Oui, parce que tout le monde fait la transhumance dans le sud, parce que c'est clément. Et c'est des personnes qui plantent rien. Donc ils arrivent, ils profitent juste du on va dire du microclimat, alors que moi je plante toute l'année pour les abeilles, pour les pollinisateurs, et pour mes abeilles et pour mes pollinisateurs à moi, et je me retrouve avec, 1000 ruches à côté. C'est pas possible, enfin je veux Impressionnant. dire. Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens, hein, moi je beaucoup d'agriculteurs qui sont un peu dépités parce qu'ils ont des coins où mettre leurs ruches. Moi, je transhume pas, hein, j'ai jamais transhumé, c'est vraiment moi, mes abeilles sont chez moi, donc voilà, je suis pas productrice de miel, je fais un peu de miel comme ça, mais c'est pas mon objectif. Mais quand, les personnes transhument, ils ont leurs emplacements depuis 40 ans ou 30 ans, et du jour au lendemain, elles se retrouvent avec des centaines de ruches à côté, je veux dire, c'est aberrant. Ouais, à chaque fois, faut penser à cet équilibre, les ressources face à la population et Et même pour installer vos ruches, donc je sais pas comment on peut gérer ça, c'est difficile, hein, enfin, dans une commune, d'avoir un certain nombre de ruches, s'il y a pas de ressources, c'est mmh. aberrant. Bah, faudrait que tous les apiculteurs déclarent leurs ruches et ensuite, en termes de données, qu'on voit par rapport à chaque commune, de dire: «Bon, bah, on a telle capacité par rapport aux ressources qu'on a d'accueil de ruches», et on voit si, un nouvel apiculteur s'installe, bah, refuser ou voir un peu une politique urbaine, mais ce serait qu'avec la déclaration que ça pourrait être, Oui, c'est un peu triste, mais en même temps, on peut pas continuer comme ça parce que le problème de ressources, par exemple, là, pour la lavande, dans le sud, c'est très compliqué, donc en général, c'est avec la lavande qu'ils font enfin, qu'ils sauvent leur année, on va dire. Mais là, la lavande, elle est il y a un parasite sur la lavande, la cicadelle, donc elle est traitée avec l'insecticide, et en plus, ils arrachent la lavande parce que la valeur commerciale, elle a été divisée par 4 parce qu'ils ont trouvé une molécule, qui est soi-disant toxique, pour les humains, enfin, et donc il y a beaucoup de producteurs qui arrachent, la lavande, donc elle diminue
la surface diminue. Après, il y a d'autres, régions où ils cultivent, par exemple en Bretagne, et maintenant ils cultivent la lavande. Ça, c'est nouveau, D'accord. parce que le climat change. Donc je pense qu'il y a tout qui va se déplacer. Mais je veux dire, quand vous êtes apiculteur, vous êtes dans une région et vous travaillez dans cette région, vous plantez pour les abeilles, pour les pollinisateurs, et du jour au lendemain, vous avez des gens devant votre porte qui vont transhumer, ben, vous êtes pas heureux. Donc c'est vrai que c'est un problème. Moi, je pense que ça va être de plus en plus, bah, nous en Provence, on a beaucoup de vol des ruches, hein. Énormément de vol des ruches, les gens, ils volent les hausses pleines, ils volent les ruches, je sais pas, je pense que plus il y a densité, plus il y a un problème de ressources, plus les vols vont s'aggraver, donc Qu'est-ce que tu recommandes justement? Comment est-ce que tu fais, toi, pour pas qu'on vole tes ruches? bah, déjà moi je transhume pas. Je transhume pas pour 2 raisons. 1re raison parce que comme je pratique une apiculture très naturelle, donc là, c'est pour ça que j'adapte mon cheptel par rapport à mes ressources. Pour ça, je veux diminuer, parce que ça a pas de sens d'avoir trop de ruches si vous avez rien à manger. Et je transhume pas non plus pour le côté sanitaire, parce que j'ai pas envie d'avoir toutes les pathogènes possibles, dans mes ruches. Il y a des apiculteurs qui ont pas beaucoup de scrupules, hein, ils vont transhumer des ruches, qui sont pas en bonne santé, ça on le sait. Donc c'est ce que j'ai encore une fois, c'est vraiment chacun a une responsabilité. Enfin, j'ai une formation, en ligne pour démarrer l'apiculture et il y a une partie où j'en parle, notamment sur l'aspect des races d'abeilles en leur disant: «OK, vous vous dites, bah, très bien, je vais avoir ma propre race, mais il faut, voir aussi l'impact que ça va avoir sur tous les ruchers environnants». Parce que les mâles, ils vont jusqu'à 10 ou 15 kilomètres, enfin, aux alentours de la ruche. C'est impressionnant la distance, que les mâles peuvent arriver à faire. Donc du coup, ils vont polluer le patrimoine génétique aussi des reines aux alentours. Bah, ça, c'est un problème pour les races justement, locales, pour les il y a vraiment par exemple l'abeille noire, qui est locale. Il faut vraiment avoir des sites, isolés pour la reproduction. Comme en Slovénie, ils ont oui, en Slovénie et en Suisse, ils ont des zones de reproduction en Suisse où vraiment c'est isolé un peu c'est un peu des zones naturelles où, avec toutes les montagnes et l'altitude et le climat, ils savent que, bah, il n'y a que telle race d'abeilles à cet endroit-là et je sais plus comment ils appellent ça. Tu en as déjà vu ou pas? Beh, c'est des sites, isolés ou des sites de reproduction donc où il y a pas Oui, voilà, site de reproduction, voilà. oui. Et en fait, pour l'abeille noire, oui, c'est important parce que, vous avez, je sais pas moi, tu as un apiculteur qui fait la Bugfest à côté parce qu'il fait la transhumance, il a besoin de ruches fortes. Bah, c'est sûr que là, son abeille va être à moitié orange, quoi. Donc il va pas être content. C'est un gros problème, hein, c'est après, ils ont recours de plus en plus à l'insémination artificielle. Je pense que ça marche, hein, bien sûr, mais je pense que, pour moi, tout ce qui est pas à la portée de l'apiculteur, c'est toujours, un coût, hein, je veux dire, il faut être formé pour ça, il faut avoir des outils, c'est pas donné à tout le monde, donc c'est pour moi, c'est une pratique qui reste réservée, donc justement, pour garder à la limite les races, pures, mais c'est pas à la portée de tout le monde, donc après on peut faire, moi ce que je conseille toujours aux apiculteurs, bon mon rucher, c'est un mélange de plein de parce qu'en fait, il y a avec la transhumance, il se mélange avec tout ce qui passe. Elles sont très agressives forcément, par contre, elles s'adaptent très, très bien au climat. Par contre, c'est pas du tout une ruche que vous pouvez utiliser dans un rucher école. C'est c'est pas du tout, vous pouvez pas aller avec les mains, sans gants. C'est des abeilles qui sont agressives. Hem, Après je pense qu'il faut sélectionner soi-même, vous pouvez par exemple introduire une reine douce, après, essayer de faire l'élevage, de reines, mais forcément elles vont se croiser avec d'autres, donc vous aurez jamais moi j'ai pas envie d'acheter des reines chaque année. J'ai jamais acheté des reines, si j'en ai acheté une fois là cette année pour avoir un peu un patrimoine plus douce, mais là c'est difficile aussi de les introduire, hein. Mais, on peut sélectionner quand même, on ça s'appelle la sélection massale. On regarde son rucher les souches qui sont le mieux adaptées au niveau varroa, au niveau, gentillesse, au niveau est-ce que l'abeille tient bien sur le cadre? Est-ce qu'elle est agressive? Est-ce qu'elle produit bien? Est-ce qu'elle est adaptée? Donc il y a plusieurs critères. Aussi côté, sanitaire, est-ce qu'elle résiste bien au varroa? Vous avez dans un rucher, moi j'appelle ça les têtes à poux, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils sont toujours pleins de varroa, donc c'est une catastrophe. Et d'autres, vous faites les mêmes traitements, ben, elles sont quasiment, pas de varroa. Donc, oui, il y a vraiment les abeilles qui ont des capacités différentes, donc c'est intéressant de faire un élevage de reines avec, ces souches, qui sont les mieux adaptées.
Donc là, on parle même pas de production de miel parce que pour moi, la production de miel, hem, on a trop focalisé là-dessus justement et au détriment peut-être d'autres, caractéristiques qui étaient plus importantes donc c'est voilà donc après c'est pas une science, une vérité unique, n'existe pas donc je pense que chacun, il faut qu'il trouve, ce qui lui convient le mieux. Oui. C'est ça aussi la beauté de l'apiculture, c'est quand même très vaste comme champ Bah, je pense ouais, je pense qu'on ne trouve pas un seul apiculteur qui fonctionne de la même ouais, façon. c'est sûr, oui. Ouais. Même si ça serait bien d'avoir, tu en parlais pour les traitements, un peu d'homogénéité, et de tronc commun par rapport au piégeage, par rapport au traitement contre le varroa. D'avoir ce socle commun. Après sinon pour le reste, ils font un peu ce qu'ils veulent, mais qu'il y ait au moins cette base commune, ça serait vraiment bien Ce pour serait aider. bien. Ouais, Après c'est vrai que i je pense que maintenant, le budget apicole devient vraiment, vraiment, lourd, hein. C'est qu'on faut qu'on paye pour le traitement, il faut qu'on paye pour le nourrissement, il faut qu'on paye pour ça. Heu, faut vraiment être motivé, hein, pour voir les ruches, hein, je pense. Sauf vous avez encore des régions qui sont épargnées. J'ai pas mal d'agriculteurs qui sont dans les régions où ça va plus ou moins bien, au niveau des ressources, donc ils ont de la chance, mais il y a de plus en plus, de régions qu'avant, c'était bien. Par exemple, je téléphonais avec un apiculteur de Normandie, il m'a dit: «L'année dernière, pour la première fois, j'ai entendu parler de restriction d'eau en Normandie». Il pleut tout le temps. Enfin, il pleut souvent, donc c'est en fait, il y a des on est confronté à des choses, c'est pour ça que je dis: «En fait, on peut plus avoir une apiculture statique». Il faut être tout le temps, il faut s'adapter tout le temps, tout le temps, tout le mmh, temps. On et peut pas beaucoup échanger avoir entre un apiculteurs, ce que tu fais. Dire: «Bon, toi, comment tu oui, oui. fais? C'est quoi tes difficultés? Comment tu t'adaptes?» Ça, c'est primordial. Mais après, ce que je disais tout à l'heure, en fait, vous pouvez pas appliquer quelque chose, qui fait un savoir pour un rucher en Provence ou vice versa. Donc il faut vraiment regarder dans quelle région je suis, quelle souche d'abeilles j'ai, quelles ressources j'ai, c'est très vaste, hein, on peut pas c'est pour ça que je dis on peut pas généraliser. Et ça le problème avec les informations sur internet, on a tendance à généraliser et ça c'est un danger parce que quelque chose qui marche chez moi, marche pas forcément chez mon collègue qui est à 1000 kilomètres. C'est vrai. Et en termes de livres apicoles, quels sont les livres que tu recommandes le plus? Bah, en fait, j'en ai tellement lu, ce qui est bien d'avoir un livre sur les maladies, je trouve que c'est bien. Bon après dans les ruches écoles, dans les GDSA, dans les associations, on est quand même assez informé, mais c'est quand même bien d'avoir, quelque chose. Il y a des bon, je j'ai pas des ouvrages vraiment en tête, mais il y en a tellement, mais je pense Tu Maladie de l'abeille? Maladie de l'abeille, c'est un peu l'ouvrage, attends, je cherche le nom. parce que si on a Maladie un de un doute, l'abeille. on peut toujours appeler un technicien, mais déjà avoir, par exemple, on devrait savoir ce que c'est la maladie, de la paralysie chronique, hem, déjà les conséquences de la varose, donc comment mes abeilles, ça impacte mes abeilles, donc après vous avez des symptômes qui sont pas forcément visibles, les colis s'effondrent et on n'a rien vu. Donc c'est tellement maintenant complexe, mais au moins avoir des bases. Pareil, les bases pour le nourrissement, comment ça se passe, vérifier donc un cadre parce que les abeilles ont besoin de beaucoup de pollen. Donc s'il y a pas de pollen, il y a pas de couvain, forcément il y a l'arrêt de ponte. Donc peut-être à ce moment-là, c'est intéressant de traiter. Par exemple, nous pour la lavande, les gens qui font la transformation en lavande, il y a pas de pollen. Donc il y a un arrêt de ponte naturel. Vous avez que les varroa phorétiques. Donc là, c'est pas la peine de faire 5 traitements. Là, vous faites un seul traitement, ça suffit. Donc D'accord. il faut vraiment suivre, hein, c'est pour ça que je dis, par exemple, si vous avez très peu de couvain et vous voulez faire un traitement, donc ça sera intéressant si vous voulez faire un traitement à base, d'un médicament comme le Varomède ou un autre, avec des acides organiques. Là, à ce moment-là, vous détruisez le peu de couvain qui reste. Vous allez pas engager une reine, pour un demi-cadre de couvain, quoi, c'est ridicule. Par contre, si vous avez beaucoup de couvain et vous optez pour un traitement avec des acides organiques, vous faites un encagement des rennes. Moi, je le fais pas, hein, personnellement, c'est pas une pratique qui me séduit, mais je peux comprendre que déjà pour le budget, tout ça, ça peut être intéressant. Mais par contre, vous engagez la reine, il faut aussi penser qu'il faut avoir le temps aussi pour reconstituer le cheptel, donc il faut pas le faire trop tard. Ça se réfléchit, hein, je veux dire, vous pouvez pas faire des choses qui
par exemple, chez moi, il fait chaud et je dis: «Voilà, moi, je fais ça à tel moment» et un savoir, ils vont faire, comme moi, ça va être une catastrophe. Donc en fait, il faut réfléchir, on peut pas bêtement appliquer quelque chose, qu'on a entendu. Ouais, je comprends, oui. J'aurais encore 2 questions à te poser. C'est une que j'aime bien. Si tu avais un panneau géant pour tous les apiculteurs, enfin, qui serait à côté de tous les ruchers, et que l'apiculteur, regarderait à chaque fois qu'il va voir ses ruches, quel message tu mettrais dessus? Bah, je pense, un apiculteur qui aime ses abeilles, ou qui aime en général, on aime la nature quand on aime les abeilles. En général, hein, il y a des exceptions. On a envie que ça perdure. On a envie qu'il y a toujours des insectes, des oiseaux, il y a un monde, autour de nous. Donc moi, j'inciterais tout le monde à participer, à la sauvegarde de la biodiversité, vraiment, activement. Mmh. De regarder pas que l'abeille, mais avant tout, tous les autres insectes et l'ensemble, des mammifères, oui. Ouais. Tout, parce qu'en fait, tout est lié, donc si vous avez plus de plantes, hem, par exemple, planter des plantes mellifères résistantes à la sécheresse, ça devient vraiment un challenge, c'est important. Vous pou on n'a pas d'eau, on peut pas arroser. Donc vraiment, commencer à élaborer des stratégies, planter des haies justement pour mettre des abris de je pense qu'il faut moi j'ai des agriculteurs, avec qui je suis en contact, j'en ai beaucoup, qui sont très engagés, ils plantent des haies, ils plantent des arbres, ils plantent des fleurs, ils font énormément de choses. Après bon, ils sont en terrain aussi, hein, donc quand on a un appartement en ville, mais par contre on peut quand même participer, on peut faire moi je fais beaucoup de dons, aux associations qui s'occupent des animaux ou enfin, après c'est personnel, moi j'aime beaucoup les animaux. Mais j'essaye vraiment même dans ma conduite, personnelle, j'essaye d'être écologique, donc je fais le tri sélectif, j'évite d'acheter du plastique, j'évite vraiment de voilà, après je mange bio, bon ça c'est un choix personnel parce qu'on est sur un nous on fait de la production de figues, en bio, donc chez nous et donc tout notre verger est bio, donc forcément, donc moi je suis très, très c'est pas une mode, hein, le bio. Un quelqu'un qui fait du bio, c'est quelqu'un qui préserve l'environnement. Après, vous avez bien sûr des opportunistes qui profitent, de quelque chose qui est en mode, mais ça a rien à voir. La vraie motivation du bio, le bio d'ailleurs, ça veut rien dire. Ça veut dire en fait préserver la nature, préserver la terre et avec des moyens le plus naturellement possible et ça aussi, ça devient un problème parce qu'avec le commerce mondial, on a de plus en plus de parasites, de plus en plus de maladies et pour les producteurs, c'est extrêmement difficile donc c'est c'est vraiment quelque chose, je pense que enfin, je suis pas quelqu'un de pessimiste, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, mais je suis quand même assez triste, quand je vois l'état de notre terre actuellement. Encore plus, du point de vue de l'apiculture avec, 1984, arrivée du varroa, 2004 non 82 varroa, 2004 arrivée du frelon asiatique et là c'est boum, 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 ça fait quand même beaucoup, beaucoup à encaisser, et oui, je comprends, ouais. Mmh et et en fait, pour moi, un apiculteur, c'est une sentinelle. C'est vraiment une sentinelle, donc les apiculteurs, c'est eux qui alertent quand il y a un problème. Ils sont là, ils disent: «Attention, on a observé ça, on a obs» c'est des gens qui observent énormément et c'est vrai que depuis que je fais de l'apiculture, avant, je me rendais pas compte, mais je sais exactement à quel moment fleurit quoi. Je on regarde, je regarde toujours quand je vois une fleur, je dis je me «Est-ce qu'elle est mellifère? Est-ce qu'il y a du pollen de qualité?» J'ai c'est c'est la déformation, j'ai vraiment j'achète jamais une plante sans penser aux pollinisateurs, vraiment. C'est devenu une habitude, donc je vais pas acheter un laurier, qui est toxique, uniquement parce qu'il fleurit en été. C'est voilà, donc il y a par exemple, quelqu'un qui a pas de jardin et qui aime la nature, il peut très bien avoir sur son balcon des plantes mellifères pour attirer les insectes ou un hôtel à insectes ou peu importe, je pense que vous connaissez l'histoire du colibri, c'est un peu schématique, mais c'est vrai que enfin, je le redis quand même pour ceux qui le connaissent pas, heu il y avait un grand feu, donc tous les animaux étaient là, ils étaient embarrassés, tout brûle, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut rien faire, le feu est trop grand et le colibri, il allait au fleuve, il apportait, de l'eau petit à petit avec son petit bec et les animaux disent: «Mais tu es fou, pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien». Et ben, il dit: «Ben, je fais ma part» et c'est exactement le message,
si on peut finir avec ça, c'est le message que je voudrais donner à tout le monde, c'est que chacun peut faire sa part. Il faut pas attendre «il y a qu'à», je j'entends tout le temps ça, «il y a qu'à». C'est il y a qu'à, déjà toi, fais d'abord. Fais ce que tu peux faire à ton niveau. Ça c'est pour moi, c'est primordial. Donc on est tous capables de faire un geste, tous. Changer nos modes de vie, arrêter la surconsommation, il y a tellement de en fait, il faut réfléchir un peu plus. On est tous là dans un système de consommation, de production, mais c'est quoi la vie? Est-ce que c'est ça la vie? Je pense qu'il faut aller au-delà de ça et ça, c'est vraiment une philosophie, personnelle, hein, peut-être, mais je pense que si on réfléchit pas à chacun, Mmh. on va Ouais. droit dans le mur, c'est Ouais, clair. je comprends très bien. Enfin, c'est un peu je veux pas finir enfin, le message de fin, je veux pas finir sur un ton pessimiste, mais au contraire, il y a de l'espoir. Je pense qu'il y a des gens maintenant qui s'impliquent de plus en plus, des jeunes qui commencent à s'intéresser, tout ça, donc je pense qu'il y a de l'espoir, on fait des trucs avec les écoles, on montre aux enfants comment ça se passe, les insectes, le monde apicole et tout, c'est génial, donc aller dans ce sens-là, vraiment faire chacun pour soi quelque chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup Daniela. Voilà, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je remercie Daniela de s'être prêtée à cet exercice qui n'est pas courant pour elle. Et je tiens à redire que le podcast n'est pas sponsorisé et que mon blog est 100% indépendant et j'y tiens. Le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de le noter, avec le nombre d'étoiles que vous voulez, entre 1 et 5, sur votre plateforme préférée, que cela soit sur Spotify, Apple Podcast ou encore votre application Android. Je vous serai également très reconnaissant si vous en parlez autour de vous, afin de le faire connaître. Si l'apiculture vous intéresse parce que vous souhaitez observer les abeilles, récolter du miel ou encore polliniser les plantes près de chez vous, je vous invite à aller sur mon blog mespremieresruches.com afin de recevoir gratuitement un guide de 37 pages qui vous aidera à apprendre l'apiculture. N'hésitez pas à m'écrire à guillaume@mespremieresruches.com, je réponds à tous les emails. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt!